Bonjour Christian Schmitt, est-ce que vous pouvez vous présenter au lecteur de LTC Lecture s'il vous plaît, site sur la Lorraine? Oui, écoutez, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est production artistique, notamment les arts plastiques. Donc j'ai été initié, si vous voulez, à cette passion grâce à mon frère qui était artiste peintre et qui est mort en 98. Bon, il était relativement jeune, 49 ans. Il s'appelle comment? Jean-Louis Schmitt, donc son nom d'artiste c'est Trévis. Il a pris le nom d'artiste Trévis, Jean-Louis Trévis. Et c'est là-dessus que mon fils m'a dit, ce serait bien d'écrire sur Jean-Louis parce que bon, il a disparu. Et c'est en 10 ans après que j'ai écrit un livre sur lui, hein, donc pour commémorer un peu sur son travail et puis l'honorer plutôt. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup initié aux arts plastiques. Donc c'est du fait des connaissances qu'il avait aussi, de tout ce milieu artistique, que j'ai pris goût à l'écriture aussi, écrire pour des peintres, pas seulement pour mon frère, mais pour d'autres. Vous définissez comment son art? C'est de l'art moderne? Il se réfère à une mouvance artistique particulière? Oui, c'est les grandes toiles, surtout la période parisienne, j'en parle dans ce livre, c'est plutôt du néo-expressionnisme, vous voyez, des grandes toiles acryliques, vous voyez, qui crient à feu et à sang, vous voyez, qui hurlent un peu, vous voyez, c'est beaucoup de l'expressionnisme actuel des années 80. Oui. À la suite de ça, bon, je me suis intéressé à d'autres artistes, dont notamment les gens du street art parisien. Donc j'écris beaucoup. Hein. Qui par exemple? Par exemple, Yaz. Yaz, c'est quelqu'un qui est très connu sur la place de Paris. L'Atlas aussi, Jules L'Atlas. Celui qui fait les petits bonhommes, là? Non. Alors, et le dernier pour lequel j'ai écrit, il vient de décéder, il est dans la presse, malheureusement, c'est Joe Project. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un jeune qu'on a découvert à 23 ans, mort à Détroit. On n'avait plus de nouvelles de lui. C'était un jeune prodige du 20e arrondissement. Et je viens d'écrire un article dans la revue en ligne parisienne qui s'appelle Le Nouveau Cénacle, où je tiens la rubrique artistique, si vous voulez. Alors, Christian, est-ce que vous pouvez nous présenter maintenant, on passe de l'ouvrage fait sur votre frère, post-mortem, d'après ce que j'ai compris? Oui, tout à fait. Il est décédé en quelle année? En 1998. D'accord. Et après, vous êtes passé sur un ouvrage spécialisé sur Jean Cocteau, l'église Saint-Maximin de Metz. Donc là, et après, on passera sur un ouvrage sur les vitraux de Jacques Villon à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. C'est toujours publié aux éditions Pareil. Par contre, le premier ouvrage, c'est les éditions Livre d'Art. Avec le soutien, justement, oui, de la maison, c'était Artension, hein, le magazine d'art Artension qui m'a soutenu dans mon projet. Alors, pourquoi Juste une question avant. Votre lien avec les éditions Pareil, ça s'écrit comment? Vous connaissez Sébastien Wagner? Oui, comme sur le site Espace Trévis, parce que je tiens un site, espacetrévis.com, et j'avais un projet d'écriture sur Cocteau. Et c'est lui qui m'a contacté, parce que ce projet-là, il l'intéressait aussi. Bon, il venait de lancer sa maison d'édition, il était plutôt centré sur l'histoire, etc. Mais l'histoire locale. Oui, l'histoire locale. Et ce qui, je disais, sur Cocteau l'intéressait. Parce que c'est une façon d'aborder Cocteau qui est tout à fait différente. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait chez Cocteau, c'est l'apport art contemporain, si vous voulez. Dans son imaginaire, qu'est-ce qu'il nous apportait? Et c'était toute une œuvre de décryptage de l'œuvre. C'est-à-dire, elle est quand même assez importante, hein, Saint-Maximin. Alors, j'explique la genèse de son œuvre. Au départ, il était prévu que Cocteau travaille à la cathédrale Saint-Étienne. Et c'était grâce à Robert Renard, architecte des monuments historiques à l'époque, qui voulait faire rentrer dans la cathédrale des grands artistes, des grands noms. Et il a pensé aussi à Cocteau. Mais Cocteau sentait le soufre, donc il a été vite recalé, si on veut. Qu'est-ce que vous voulez dire par il sentait le soufre? C'est dire, bon, il avait une vie mondaine, homosexuelle, etc. Donc tout ça, et puis on le voyait pas dans l'iconographie chrétienne, si vous voulez. Hein. Effectivement, son univers, c'est plutôt la mythologie antique, si vous voulez, et non pas les mystères judéo-chrétiens, vous voyez. L'Ancien Testament, au Nouveau Testament, c'était pas sa tasse de thé, si vous voulez. Mais il a sa façon de rejoindre le sacré qui lui est propre, vous voyez. Donc, il a été recalé à la cathédrale de Metz, et heureusement, Robert Renard l'a retenu sur Metz. Autrement, bon, on n'aurait rien eu de Cocteau sur Metz. Et il a eu la bonne idée de lui proposer l'église Saint-Maximin, où toutes les verrières étaient à refaire, si vous voulez, parce qu'elles étaient ventrées. Ce Renard, le monsieur dont vous parlez, il fait quoi, lui? Il était, à l'époque, bon, il est décédé, il était architecte en chef des monuments historiques de France. Hein. Donc c'est lui qui proposait tous les restaurations, les travaux, etc. La cathédrale. Donc,
étant recalé de la cathédrale de Metz, on lui a proposé l'église Saint-Maximin. Et en fait, c'était une chance, parce que l'église Saint-Maximin, il a pu réaliser en tout 14 baies qui représentent 24 fenêtres. Donc c'est quelque chose d'unique, ce qu'il n'aurait pas pu faire à la cathédrale. Donc si vous voulez... Unique en France même. Unique en France, parce que c'est son dernier vrai chef-d'œuvre qu'il a réalisé, puisqu'il l'a réalisé en 62, il est mort en 63. Donc la plupart ont été réalisés post-mortem aussi, mais d'après ses cartons et d'après sa collaboration avec les verriers Brière, vous voyez, de Levallois-Perret. Donc cet imaginaire qu'on découvre dans l'église Saint-Maximin est extraordinaire. Il a fallu 50 ans, personne n'en parlait parce que c'est quelque chose qui nous dépassait quelque part, si vous voulez. Parce qu'effectivement, il est rare de voir dans une église de telles représentations, les arts premiers, la mythologie, etc. Et puis l'apport surréaliste. Donc si vous voulez, il n'y avait rien d'un chemin de croix, rien de la thématique chrétienne. Donc si vous voulez, c'était quelque chose d'un peu déstabilisant pour les gens qui allaient à l'office ou les prêtres, si vous voulez. Et on n'en parlait pas, peut-être par honte ou par gêne ou par ignorance tout simplement. La thématique à Saint-Maximin développée par Cocteau, c'est quoi? Alors justement, le grand thème qu'il développe, on le retrouve d'abord, on le découvre quand on va dans l'abside. L'abside, derrière l'autel, on a le vitrail axial, central, où on voit un pictogramme, l'homme au bras levé. Alors c'est assez étrange si vous voulez trouver un homme au bras levé. C'est tout simplement le chaman qui invoque les dieux pour obtenir l'immortalité. C'est pas dans le païen là. Oui, tout à fait, mais on est aussi dans le sacré, toujours. Oui, c'est un sacré à sa façon, si vous voulez. Et finalement, un sacré qui rejoint aussi le thème chrétien, parce que tout se rejoint finalement. Et dans la tête de Cocteau, c'était pas antinomique. Et ce chaman qui implore l'immortalité, c'est tout le thème de l'immortalité qui est ensuite utilisé dans toutes ces autres verrières, vous voyez. Parce qu'il croyait fermement, lui, à l'immortalité, il croyait à une vie après la mort, donc c'était chaque fois des nouvelles renaissances. Et dans le dernier vitrail... Résurrection d'une certaine façon. Oui, et dans le dernier vitrail où on voit Minerve avec la lance, parce que dans le film Orphée de 1960, on voit qu'il se fait foudroyer par la lance de Minerve, et ensuite il renaît. Vous voyez, c'est la phénixologie, il renaît de ses cendres, si vous voulez. Et c'est le thème, si vous voulez, de l'immortalité, qui est un thème qui est développé de manière très récurrente, très permanente dans toutes ces verrières. Et ça, c'est hyper passionnant. Et pourquoi cette thématique, ce camailleux de bleu, là, de ton un peu moitié chaud et en même temps froid, chez Cocteau, réservé à l'église Saint-Maximin? C'est le côté invisible, côté du ciel, si vous voulez. Ouais, il y avait le côté céleste. Il voulait, effectivement, les maîtres verriers Brière avaient utilisé du bleu antique, on appelait le bleu antique de la technique, donc un très beau bleu d'une très belle qualité, et qui faisait appel, si vous voulez, à ce décalque l'invisible, vous voyez. Ça nous permettait de nous évader dans un monde de l'invisible, vous voyez. C'est ce bleu, cette couleur bleue nous permet de nous évader dans un ailleurs, dans une transcendance. Et c'était le but un peu que voulait Cocteau et le maître verrier. On est toujours dans ce tutoiement avec le ciel, là, au travers des vitraux, quoi, je veux dire, comme à l'époque du Moyen-Âge où on regarde Dieu au travers de l'image sacrée qui est représentée sur le vitrail. Tout à fait. Sauf que, effectivement, pour un non-connaisseur entrant dans l'église, on ne voit pas le rapport avec le sacré. Or, chez Cocteau, c'est quelque chose d'omniprésent. Il avait toujours en tête le sacré, mais il ne prenait pas le nom peut-être de Jésus-Christ, etc. Sa figure mythique, c'était Orphée. Mais Orphée, si on veut, c'est un demi-dieu. Ça nous fait penser quand même à Jésus, qui était homme-dieu aussi. Vous voyez, donc, il y a des parallèles extraordinaires. Orphée, c'est pas le sommeil, ça n'a pas un rapport avec le sommeil? Non, c'est le poète qui s'est retrouvé coupé en tranches et se retrouvait plus qu'avec décapité avec la tête. Avec Morphée, moi. Non, c'est Orphée. Le mythe d'Orphée. Orphée, un personnage très important, et d'ailleurs que même au XXe siècle, les peintres et Apollinaire ont utilisé. Vous voyez, le mythe orphique. Vous voyez, c'est important. Et donc Orphée, c'était un peu la personne la plus représentative de l'œuvre de Cocteau, et qui nous fait penser aussi à Jésus-Christ, parce qu'il était homme-dieu, etc. Vous voyez, quelqu'un qui avait vaincu la mort, vous voyez, puisque étant trucidé il avait une seconde vie, il continua toujours à professer. Donc un premier livre qui remonte là-dessus sur votre frère, il était lui dans les années, vous m'avez dit 2008, d'accord. Celui-là, l'ouvrage sur Jean Cocteau, lui, c'est dans les années 2012, ouais. 2012, oui, je pense, ça passait long vite, je pense que c'est 2012, je regarde, oui, c'est 2012, et celui... Ça, c'est votre deuxième ouvrage, donc on est d'accord sur Jean Cocteau, église Saint-Maximin à Metz, et après on parle, question chouette, si vous voulez bien, des vitraux de Jacques Villon. Alors il y a une particularité dans cette cathédrale de Saint-Étienne, il y a donc Jacques Villon
Villon, c'est ça, hein. Il y a aussi Chagall, et on confond toujours Villon et Chagall, alors que c'est vraiment deux artistes différents quoi, au niveau style. Oui, ben c'est souvent bon, les personnes qui viennent, les touristes, etc., même les Messins, abordent entre la cathédrale, et tout de suite ils tombent sur des vitraux, parce que c'est la deuxième chapelle. En entrant, c'est la deuxième chapelle qui s'appelle la chapelle du Saint-Sacrement, qui est bien éclairée le matin, avec un beau soleil et tout, et comme c'est de facture très contemporaine, art contemporain, les gens disent bah ça y est, c'est Chagall, vous voyez. Alors que c'est pas du tout Chagall, c'est Villon, une grande figure de l'école de Paris, de l'école cubiste. Et ça c'est intéressant parce que son cubisme est tout à fait différent d'un cubisme comme on aurait l'habitude de penser de Picasso ou de Braque, si vous voulez. Il y avait, bon, pour la petite histoire, il y avait deux écoles cubistes importantes à Paris au début du siècle, du XXe siècle, disons. Il y avait l'école de Montmartre, la colline de Montmartre, et une autre colline, la colline de Puteaux, où il y avait les frères Villon, du moins les frères Villon Duchamp, parce que le vrai nom de Jacques Villon, c'est pas Jacques Villon, c'est Gaston Duchamp. Il a pris ce pseudo parce que son père était notaire, et puis bon, il faisait mauvais genre d'être artiste de la famille, etc. Oui, à l'époque, vous voyez. Les futuristes, Alors, Duchamp, par exemple, C'est le mouvement futuriste. oui, les trois frères Duchamp. Alors le premier, Gaston Duchamp, qui s'appelle Jacques Villon. Le deuxième, Duchamp-Villon, c'est un grand sculpteur. Il a réalisé le cheval, et il y a une sculpture qui se trouve à Nancy, au musée de Nancy, c'est ça. Et le troisième, alors l'enfant terrible de la famille, c'est Marcel Duchamp, qui a lui été le promoteur de l'art contemporain aux États-Unis et partout avec les ready-made. Oui. Donc c'est une grande figure, l'égale d'un Picasso. Donc c'est une très grande famille d'artistes. Et il était temps qu'on parle du frère aîné, parce qu'ils avaient une très bonne relation, les trois frères. Hein. Le deuxième est mort assez tôt, en 18, mais Jacques Villon et son dernier frère, c'est Marcel Duchamp, se voyaient assez régulièrement, et ils étaient d'accord sur beaucoup de choses. Voyez. Donc il y avait, malgré leur direction opposée au niveau artistique, ils s'entendaient sur pas mal de choses, et même il avait beaucoup d'admiration, Marcel Duchamp, pour son frère aîné. Hein. Donc on a à Metz quelque chose de formidable, c'est-à-dire on a un travail cubiste, parce qu'il l'a réalisé, il avait 80 ans, Jacques Villon, et c'est le seul travail de vitrail qu'il a réalisé dans sa carrière. C'est une de ses dernières œuvres ou pas? C'est peut-être pas sa dernière œuvre, mais en tout cas sa seule œuvre, unique œuvre en matière vitrail. Il n'a pas réalisé d'autres vitraux que ceux de Metz. Donc c'est intéressant parce que son travail cubiste, c'est un travail de déconstruction, parce que le cubisme, c'est une époque importante, une phase importante dans l'art. Ça permet de déconstruire. Et là, on est tout à fait dans le thème Pascal. On va bientôt, la semaine prochaine, aborder le thème Pascal, la déconstruction. On déconstruit pour reconstruire. Vous voyez, la résurrection. Exactement. On est tout à fait le thème de la résurrection. Et on a dans l'axe, dans la baie axiale, justement la crucifixion, où on voit le Christ en croix. Et un Christ qu'on ne reconnaît pas, qui est complètement très hiératique comme ça, c'est solennel. Et puis ce qui est intéressant, c'est la lance transversale. La lance transversale a une grande symbolique. C'est qu'elle traverse le côté du Christ, mais elle nous traverse aussi. C'est-à-dire le point de vue rejoint le point de fuite. Donc ça veut dire quoi, comme symbolique très fort? C'est que on rejoint le divin. Voyez, c'est la lance du légionnaire. Du légionnaire, exactement. Sur le mont Golgotha. Oui, exactement. C'est le légionnaire qui, selon l'évangile de Saint Jean, transperce le côté de Jésus, d'où sortent le sang et l'eau, c'est ça. Et cette lance, elle va tellement loin que ce point de fuite nous atteint, nous, spectateurs. Donc, on s'unit, nous, au thème de la crucifixion. On est un peu percé, nous aussi. On est percé par la crucifixion du Christ. Et ça, c'est une donnée très forte. On va parler de Pâques, la semaine sainte, c'est la semaine prochaine, et on est tout à fait dans cette thématique, si vous voulez, de la crucifixion, et de ce qu'elle représente pour nous, bon, chrétiens ou non chrétiens, si vous voulez. Et les autres vitraux, il y a aussi les noces de Cana, je crois aussi, la transformation de l'eau en vin. Il y a d'abord, la première baie, c'est l'exil, c'est la sortie d'Égypte. La deuxième baie, c'est la scène, le dernier repas du Christ. Au milieu, la troisième, c'est la crucifixion. La quatrième, c'est noces de Cana. Et cinquième, c'est le mont de l'Horeb. C'est-à-dire le mont de l'Horeb, c'est-à-dire on est toujours en Égypte. C'est Moïse qui, avec un bâton, tape contre un rocher pour faire jaillir de l'eau. Parce qu'il est dans le désert, il mourrait de soif, etc. Donc, mais ça, ce sont les thèmes imposés à Jacques Villon. Mais il s'en est échappé. Parce qu'il, comme tout artiste, il a mis d'autres histoires à l'intérieur, surtout de la cinquième baie, que je raconte dans ce livre, et qui permet, si vous voulez, de structurer les récits selon une logique triangulaire. Bon, je l'explique bien dans le truc, parce qu'il était façonné, lui, son cubisme était façonné par la dimension, si vous voulez, scientifique. Comment on appelle ça, l'âge d'or, etc. C'est-à-dire les divines proportions. Le nombre d'or, etc.
qu'utilisaient les Grecs. Et les divines proportions dont parlait aussi Léonard de Vinci. Il est revenu après cette tradition de la Renaissance, tout en apportant la modernité, si vous voulez, par sa façon de montrer les choses. Parce que le cubisme, c'est quoi? C'est une phase transitoire qui permet d'accéder à l'art abstrait, etc. Mais il était nécessaire. Il fallait déconstruire pour construire autre chose. Il fallait déconstruire les codes de la représentation, de la figuration, pour obtenir ensuite l'abstraction, puis tout l'art contemporain qu'on connaît actuellement. Votre prochain ouvrage, il sera sur quoi, s'il vous plaît, Christian? Normalement, Roger Bissière. Roger Bissière, c'est aussi d'autres vitraux qui sont un peu en or, Aussi à la cathédrale de Metz. c'est un peu en sud. Et j'ai eu la chance de connaître, je connais la famille Bissière, et le fils Bissière, l'autre Bissière qui est décédé l'an dernier, et j'ai eu la chance de les connaître. Et c'est la seule œuvre non figurative, disons abstraite, qui se trouve dans une cathédrale. C'est la première fois dans une cathédrale où on insère des vitraux abstraits. C'est profane? Il y a une connotation religieuse parce qu'il était très attaché à Saint François d'Assise et tout. Et j'explique comment il a traduit cela dans ses vitraux qui sont pourtant abstraits. Vous avez un timing, vous le publiez quand? Toujours aux éditions Pareil? Oui, audition pareil. Disons, la partie écrite est faite et j'ai eu juste des problèmes au niveau des visuels photographiques. Comme vous le savez, actuellement, il y a l'échafaudage de la tour de Mute qui cache la partie sud. Donc, pour avoir des beaux détails photographiques, j'attends que tout... C'est vous qui faites vos photos, là? Pas moi, c'est mon fils qui a l'habitude des photos. Il sait à peu près ce que je veux. C'est comment son prénom? François. Et sinon, vous êtes médecin, vous pouvez me faire un petit portrait de vous? Vous êtes à la retraite? Vous faisiez quoi avant? Non, j'ai une activité qui est tout à fait autre. Je suis aux finances, bon, il n'y a rien de... Mais comme j'ai baigné comme... Toujours en activité pour l'instant? Oui, pour l'instant, je suis en activité. Mais je travaille beaucoup. C'est votre hobby alors? C'est hobby, pas seulement, parce qu'il me prend beaucoup aussi. Oui. Et j'écris aussi pour les artistes et les galeries, que ce soit les galeries à Paris, dans le 4e, etc. Donc j'ai des commandes d'articles, etc. Pour des artistes. Il y a des artistes il y a un artiste actuellement, Socatos, qui à la fin du mois a fait une expo perso à Paris, et il m'a demandé un article. Par exemple, ça arrive souvent, oui. Tous les mois, j'ai un article à rédiger pour eux, etc. Donc je ne fais pas seulement que des artistes morts, entre guillemets, contemporains, mais des artistes actuels, et souvent de la mouvance street art parisien. Je vous remercie, Christian.